Bonjour à toutes et tous, bienvenue au point presse du ministère des Armées. Au programme de ce jeudi, nous commencerons par la présentation des agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Puis nous ferons un point sur les actualités du ministère. Un focus thématique sera ensuite consacré aux 2 ans de guerre en Ukraine, sous l'angle des retours d'expérience que l'on peut en tirer pour nos armées. C'est dans ce cadre qu'interviendra le général de division aérienne Vincent Breton, directeur du Centre interarmé de concepts, doctrines et expérimentations, le CICDE, organisme de l'état-major des armées chargé de la pensée militaire opérationnelle. Enfin, nous ferons un point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Pierre Godillère, porte-parole de l'état-major des armées. Les agendas. S'agissant de M. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, je vous propose tout d'abord un retour sur son déplacement à Bruxelles la semaine dernière, les 14 et 15 février. Lors de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, Sébastien Lecornu a confirmé que la France consacrera 2% de son PIB à l'effort de défense en 2024. Le ministre a également souligné la part d'investissement réel dans les équipements militaires qui se chiffre pour la France à 30%. 30%, c'est-à-dire 10 points au-dessus de l'indicateur de l'OTAN en matière d'investissement militaire. La France joue à ce titre pleinement son rôle dans le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance. Sébastien Lecornu a en outre pris part à la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, cadre multilatéral élargi, réunissant 54 pays et permettant de coordonner le soutien militaire à l'Ukraine. À cette occasion, il a annoncé avec son homologue allemand, M. Boris Pistorius, le lancement de la coalition en soutien de la défense aérienne de l'Ukraine. La France et l'Allemagne co-dirigeront cette coalition déterminante, tant pour protéger la ligne de front en Ukraine que pour protéger les populations civiles. Un mois après le lancement de la coalition artillerie, Sébastien Lecornu a ainsi confirmé l'engagement indéfectible de la France en matière de soutien militaire à l'Ukraine pour l'aider à faire échec à la guerre d'agression. Il a également souligné la complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne, ainsi que l'importance pour l'Alliance atlantique de pouvoir s'appuyer sur une défense et une base industrielle et technologique européenne robuste. Ce mardi 20 février, le ministre a par ailleurs assuré l'ouverture du Mardi du Grand Continent, dont il a assuré le discours d'introduction. Le Grand Continent est le nom de la revue publiée par le groupe d'études géopolitiques, centre de recherche indépendant basé à l'École normale supérieure, reconnue d'intérêt général. Une séance exceptionnelle s'est déroulée mardi sous forme de table ronde à l'École normale supérieure à Paris sur le thème « 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, société et armée face à la guerre étendue ». Bien noter que 3 événements ont été organisés dans ce cadre la même semaine à Rome, Paris et Madrid, à partir d'articles de la revue Le Grand Continent, publiés en italien, en français et en espagnol. Objectif : susciter une discussion à l'échelle continentale sur l'aide que les Européens peuvent apporter à l'Ukraine. Hier, le ministre a participé à la cérémonie d'hommage solennel de la Nation à Missak Manouchian, son épouse Mélinée et ses camarades de résistance. Cette cérémonie a témoigné de la reconnaissance de la Nation pour les étrangers qui ont choisi de se battre afin que la France soit libre. La veille, Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, avait présidé la veillée d'hommage au Mont-Valérien, lieu de l'exécution de Missak Manouchian et des membres de son groupe de résistance étrangers, des FTP-MOI, francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrée. Je m'arrête un instant sur cet hommage fort et émouvant pour vous indiquer simplement qu'au Panthéon, 13 légionnaires de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, la 13e DBLE, ont participé à la cérémonie. Symboliquement, ces légionnaires sont, comme Manouchian, des étrangers au service de la France, des Français de préférence, Français par le cœur, Français par le sang versé. Leur régiment, la 13e DBLE, est pour mémoire l'une des unités compagnons de la libération de nos armées.
En plus de ces légionnaires, 24 élèves du lycée militaire d'Autun, de la 6e aux classes préparatoires, ont également pris part à la cérémonie. Ils se sont portés volontaires durant leurs vacances scolaires pour porter les flambeaux qui ont accompagné ces héros de la résistance lors de leur entrée au Panthéon. Pour rappel, l'engagement des élèves du lycée militaire d'Autun en 1944 a valu au drapeau de l'école d'être décoré de la médaille de la résistance avec rosette. Notez que de nombreuses productions audiovisuelles ont, depuis le début de l'année, immortalisé et rendu hommage à Missak Manouchian et à ses camarades de combat. 3 documentaires historiques ont été soutenus par le ministère des Armées, dont un sera diffusé ce soir sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Missak et Méliné Manouchian, réalisé par Katia Guiragossian, petite nièce de Missak et Méliné Manouchian. Vous trouverez par ailleurs, sauf erreur de ma part, dans cette salle, quelques exemplaires de la revue Les Chemins de la Mémoire, qui publie un numéro spécial consacré à Manouchian. Je termine en revenant sur l'agenda en cours du ministre, qui reçoit en ce moment même le vice-premier ministre et ministre d'État aux Affaires de la Défense du Qatar, M. Khalid bin Mohamed Al Attiyah. Cette visite a lieu dans le cadre de la préparation de la visite officielle de l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, prévu fin février. Les 2 ministres évoqueront le partenariat franco-qatarien sur les plans opérationnels et industriels. Enfin, ce vendredi, comme il l'a annoncé ce matin, le ministre des Armées se rendra en Arménie. Ce sera sa première visite dans ce pays. C'est également la première fois qu'un ministre des Armées français se rend en Arménie. Je passe aux actualités du ministère. Tout d'abord avec une expérimentation réussie. Ce lundi 19 février, à bord du porte-hélicoptère amphibie PHA Tonnerre. Expérimentation que je vous laisse voir en image. Il me semble d'ailleurs que c'est une vidéo sans son. Je le dis pour ceux qui sont en audio. Si vous pouvez envoyer les images. Bien, comme vous l'avez vu sur ces images, les nouveaux drones à vocation militaire, 100% français, sont désormais capables d'atterrir sur une zone particulièrement restreinte. Cette expérimentation du drone à voileur fixe DT-46 a eu lieu à bord du PHA Tonnerre dans le cadre de sa mission Jeanne d'Arc que nous avions évoquée au point presse du 8 février. Le groupe Jeanne d'Arc d'ailleurs a appareillé lundi, comme vous le savez. Nous leur souhaitons bon vent, belle mer tout au long de leur campagne. Cette expérimentation réalisée en présence d'une délégation du Centre d'expertise des programmes navals, le CEPN, est pleinement ancrée dans les démarches Polaris et Perseus intégrées au plan stratégique Mercator de la Marine nationale. Elle favorise notamment la réflexion tactique autour de la dronisation des unités de la Force d'action navale, la FAN. Objectif, démontrer la possibilité de mise en œuvre d'un drone à voilure fixe à partir d'un PHA. Ce drone a les capacités d'un aéronef à voilure fixe STOL, décollage et atterrissage court, mais également VTOL, décollage et atterrissage vertical, comme on l'a bien vu sur la vidéo. L'occasion de vous rappeler que la LPM prévoit 5 milliards d'euros pour le développement de drones sur la période 2024-2030. Autre actualité avant de passer au focus thématique,
la sortie du film Les Derniers Hommes sur les écrans depuis hier, réalisé par David Olofen en collaboration avec la mission Cinéma et Industrie Créative du ministère des Armées, la MCIC, et le 3e régiment étranger d'infanterie, le 3e REI. Ce film offre une immersion totale au cœur de la Légion étrangère et de son histoire. Antonio Lopez, ancien légionnaire et formateur forêt en Guyane, qui apparaît pour la première fois à l'écran, a également été conseiller militaire sur le film. Je vous propose quelques images, le teaser de ce film. 9 mars 45. Levez-vous! Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent. Effectif total, 19. Objectif, 200 km. Nos chances d'y arriver sont proches du néant. Le sort, c'est acharné sur nous. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les alcooliques, les moins que rien. On a juste des hommes paumés dans la jungle. Il n'a plus de règles. Plus de chefs. C'est compris? Est-ce que nous sommes déjà morts? Si l'un d'entre nous y arrive, on y arrive un peu tous. Bien, voilà pour ces quelques images. Très beau film dont nous avions pu voir en avant-première l'ensemble en amphifoche il y a quelques semaines, voire quelques mois. Le temps passe vite, mais c'est un très beau film que je vous invite à aller voir. Avant de passer au focus, y a-t-il des questions sur les actualités du ministère? Je crois qu'il y en a une en audio. Pas de questions? On pourra la reprendre éventuellement à l'issue du focus. À ce moment-là, nous allons passer au focus thématique qui revient cette semaine sur les 2 ans de conflit en Ukraine. Je vous en parlais en introduction, les dépenses de défense, la production de munitions et le soutien à l'Ukraine ont été au cœur des discussions des ministres de la Défense des pays de l'OTAN la semaine dernière. Cette guerre de haute intensité se déploie tant dans les champs cinétiques que dans les champs immatériels. Les affrontements se tiennent en effet dans tous les milieux, terre, air, mer, espace, cyber, mais aussi dans le champ informationnel et celui des perceptions. De cette guerre doivent être tirés de nombreux enseignements pour l'emploi de nos armées et pour la réflexion stratégique dans son ensemble. Importance primordiale des forces morales et de l'accès aux ressources, utilisation des nouvelles technologies et retour de la dialectique nucléaire, pour ne citer que quelques exemples. C'est précisément pour nous éclairer sur ces retours d'expérience que j'accueille le général de division aérienne Vincent Breton, directeur du Centre interarmé de concept, doctrine et expérimentation, le CICDE. Très honoré de m'exprimer devant vous ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire quelques remarques liminaires. D'abord sur le CICDE que je dirige. Donc le CICDE, c'est le Centre interarmé de concept, de doctrine et d'expérimentation. Notre mission, c'est penser les guerres d'aujourd'hui et de demain. Et à ce titre, il nous incombe, entre autres, d'établir ce qu'on appelle le rétex, c'est-à-dire le retour d'expérience de nos engagements militaires nationaux, mais également de tous les conflits, toutes les guerres qui présentent un intérêt à travers le monde. Et c'est à ce titre-là que nous suivons naturellement cette guerre en Ukraine depuis son déclenchement il y a 2 ans. Donc voilà, je vais vous décrire avec une certaine humilité du reste ce que nous observons de cette guerre. Je me garderai de dépeindre des scénarios d'anticipation et de prospective. Je me garderai bien aussi de donner la moindre leçon à nos alliés, à nos amis ukrainiens qui font preuve d'un courage, d'une détermination absolument remarquable et que la France est absolument déterminée à aider jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que la Russie soit défaite.
car la Russie ne peut pas gagner, la Russie ne doit pas gagner, et du reste, la Russie, dans bien des domaines, ne gagne pas et même perd cette guerre. Voilà, donc nous tirons de cette guerre 7 enseignements majeurs. Ça fait à peu près 1 an finalement qu'on a stabilisé notre texte autour de ces 7 grandes leçons. On n'a pas eu besoin finalement de changer les têtes de chapitres depuis. Elles restent pertinentes. Même si nous modifions en permanence le contenu en ajustant, modifiant, adaptant un certain nombre de points, d'éléments. La première grande leçon, c'est la plus évidente, c'est le retour de guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, une guerre finalement très classique à l'échelle de l'histoire, où un pays envahit son voisin pour agrandir ses propres territoires, mais un type de guerre que collectivement, nos sociétés pensaient absolument révolue en Europe. Donc c'est forcément un choc. C'est une guerre également, une guerre d'attrition des hommes, attrition des matériels. On a du mal à imaginer le nombre de victimes causées par cette guerre. On sait qu'il est considérable des deux côtés. Et de deux côtés, les chiffres, la réalité des chiffres est naturellement un secret très très bien gardé. Cette guerre, c'est aussi le retour de ce qu'on appelle la grammaire nucléaire ou la dialectique nucléaire, qui joue un rôle majeur, qui réellement conditionne la réaction des différents protagonistes. Et on l'a vu vraiment à très nombreuses reprises, la Russie agiter le chiffre rouge de la menace nucléaire. Deuxième leçon, cette guerre, elle se déroule dans ce que l'on définit comme les 7 milieux et champs de conflictualité. Donc en France, on définit 7, donc le milieu terrestre, le milieu maritime, le milieu aérien, le cyber, l'espace, et on complète avec 2 champs transverses qui sont le champ informationnel et le champ électromagnétique. Ces 7 domaines ont vraiment une très grande importance. Chacun est extrêmement disputé durant cette guerre. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais juste faire quelques remarques de portée générale. Cette première remarque, cette guerre, elle illustre bien cette extension de la conflictualité à de nouveaux domaines. Je commencerai par le cyber. Donc le cyber, il y a eu énormément d'attaques russes cyber au début de cette guerre. Certaines ont atteint leur objectif, mais elles n'ont pas été décisives. On a coutume de dire qu'il n'y a pas eu de cyber Pearl Harbor au début de cette guerre, principalement parce que l'Ukraine s'était très bien préparée, très bien protégée en amont de cette guerre. Et donc, il y a quelques messages positifs derrière. Le cyber, il n'y a pas de fatalité avec le cyber. Si on se protège bien, on peut s'en sortir. Voilà. Les attaques cyber, après, on a noté qu'elles ont baissé en intensité après le déclenchement de la guerre, pour reprendre après de façon plus sporadique, plus épisodique, avec des impacts parfois très importants. Je vais en citer un, par exemple. Je pense que vous avez peut-être en tête une attaque qui a eu lieu en décembre dernier sur le premier opérateur ukrainien de téléphonie mobile qui s'appelle Kyivstar. Et cette attaque a eu des conséquences sécuritaires, notamment elle a privé les Ukrainiens, enfin une partie des Ukrainiens, des sirènes d'alerte aérienne qui permettent d'alerter les populations. Voilà. Donc la menace cyber, elle reste présente et donc en permanence, on assiste à ce type d'attaque. Autre domaine aussi un peu nouveau, peut-être pas nouveau, mais enfin le champ informationnel qui joue un rôle vraiment décisif dans cette guerre. Alors la propagande, c'est vieux comme le monde, ça a toujours existé, c'est pas nouveau, mais on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet qui offre une caisse de résonance absolument extraordinaire, dans une société hyper médiatisée, on monte en gamme, on gagne en importance. Donc la bataille informationnelle est absolument décisive avec un avantage à l'Ukraine, on considère, nous, notamment dans sa stratégie de communication vis-à-vis de l'Occident, qui a été vraiment parfaite, qui a permis de susciter, de renforcer l'empathie à son égard, et puis de s'assurer derrière un soutien massif et absolument décisif de la part de l'Occident. Du côté russe, on sait que la Russie, elle dispose d'une machine de guerre informationnelle très efficace, très réactive, désinhibée, qui est héritée de la machine de guerre du KGB. Donc
On a noté donc une stratégie de communication russe qui était quand même mise en défaillance, en défaut, au début de cette guerre, notamment vis-à-vis de l'Occident, tellement les messages qui étaient diffusés par les autorités russes étaient outranciers. Mais on voit que depuis quelques mois, cette machine de guerre essaie de se rattraper, notamment en Occident. Elle essaie de jouer notamment sur la lassitude de cette guerre. Elle cherche aussi à créer le doute, à lézarder la cohésion des Occidentaux, sans y parvenir pour autant, mais elle cherche à le faire. Voilà. Donc vous avez, je pense, tous en tête le récent épisode là, qui a été rapporté il y a quelques jours de Portal Combat, qui est un bon exemple de cette capacité russe à activer sur court préavis des dispositifs dormants pour occuper l'espace informationnel et avec des narratifs qui sont manifestement mensongers, très grossièrement mensongers. Voilà. Vis-à-vis du reste du monde, on fait le constat que l'influence russe fonctionne mieux que vis-à-vis de l'Occident, même si là aussi, l'image de la Russie s'est fortement dégradée également dans les pays émergents, qui a priori sont parfois plus favorables à sa cause. La Russie, elle parvient parfois à faire passer cette guerre pour une guerre défensive contre une pseudo-agression de l'Occident à son égard. Elle vient aussi, on voit bien, elle vient jouer aussi sur le ressentiment qui existe dans ce qu'on appelle le Sud global à l'égard de l'Occident. Donc the West and the Rest. Le monde n'est pas aligné sur l'Occident et ça, il faut qu'on en ait conscience aussi. Alors je disais, cette guerre, elle illustre cette extension de la conflictualité à de nouveaux domaines, mais ces nouveaux espaces de conflictualité que j'ai décrits, finalement, ne viennent pas se substituer au milieu traditionnel. Je pense en particulier au milieu terrestre qui reste le principal des batailles de haute intensité. On voit bien les armées sans terre, on redécouvre les combats de tranchées, on redécouvre les champs de mines, on redécouvre les combats d'artillerie. Voilà, et l'enjeu de cette guerre, c'est bien la conquête ou la reconquête de territoire. Et la cause de cet enlisement terrestre, de cet enterrement des forces, tient au fait qu'aucun des deux belligérants en fait, n'a la supériorité aérienne, n'a la liberté de manœuvre aux abords de la ligne de front. L'analyse qu'on fait, nous, cette guerre serait terminée depuis très longtemps si l'un des deux parvenait à obtenir cette fameuse supériorité aérienne, cette liberté de manœuvre aux abords du front. Ensuite, toujours dans le milieu aérien, on voit également l'importance de ce qu'on appelle les frappes aériennes dans la profondeur. Donc, parce que j'avais entendu là encore presque chaque nuit, la Russie tire des missiles de croisière, ou quelquefois des missiles balistiques, relativement modernes, qui sont en général noyés dans des salves de missiles de croisière qualifiées de low cost, ces fameuses munitions préprogrammées là, de conception iranienne, dont vous avez forcément entendu parler, les Shahed 131 et 136. Voilà. Donc, de son côté, on note aussi que l'Ukraine n'est pas en reste. Elle a développé aussi ses propres missiles de croisière low cost, qui parviennent désormais à frapper au cœur du territoire russe, notamment des raffineries, des dépôts pétroliers. Et puis, il faut noter également que l'Ukraine fait un usage très efficace des missiles de croisière très performants qui ont été cédés par la France et par le Royaume-Uni. Je pense au Scalp français et au Storm Shadow britannique, qui ont permis à l'Ukraine de venir frapper les forces, les centres de commandement russes dans leur sanctuaire en Crimée. Voilà. Donc, l'importance du domaine aérien. Domaine maritime, côté maritime, en fait, on note que les deux belligérants se neutralisent. La marine ukrainienne n'a pas les bateaux qui lui permettraient de contrôler la mer Noire. Mais on voit bien que la Russie ne peut pas mettre à profit sa supériorité, la supériorité de sa marine, du fait à la fois des capacités de défense côtière ukrainiennes et de ce qu'on appelle les capacités aussi de déni d'accès. Voilà, qui ont obligé très concrètement la Russie
la flotte russe a quitté ses ports de Crimée pour se replier plus à l'est. Voilà, donc quelques chiffres, hein, je vous rappelle, dans 5 bâtiments amphibies russes qui ont été détruits au cours des 3 derniers mois, ce qui entrave significativement les capacités russes de réaliser des opérations amphibies, c'est-à-dire des opérations de la mer vers la terre. Le grand public aussi, toujours dans le domaine maritime, le grand public découvre ce qu'on appelle la guerre au fond des mers, avec le sabotage du gazoduc Nord Stream qui est intervenu en septembre 2022. Et puis en octobre dernier, je pense que vous avez aussi en tête les dégâts qui ont été causés sur un gazoduc et puis sur un câble sous-marin entre la Finlande et puis l'Estonie. Et puis voilà, pour en revenir aux espaces traditionnels, important de souligner le champ électromagnétique, la guerre électromagnétique qui reprend toute son importance. Donc la guerre électromagnétique, c'est la guerre des ondes électromagnétiques. Il y a une formule assez célèbre dans l'époque de la guerre froide qui est maître des ondes et maître du monde. Donc la guerre électromagnétique, qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple le brouillage intensif du spectre électromagnétique, c'est le brouillage de toutes les émissions radio, c'est le brouillage des drones, le brouillage des GPS, le brouillage des radars de détection. C'est un type de guerre qui n'est pas nouveau, hein, c'était effectivement durant la guerre froide, c'était quelque chose qui était très important, mais qu'on a eu tendance à perdre de vue dans les conflits asymétriques de ces 30 dernières années. Troisième enseignement, on fait le constat qu'il est de plus en plus difficile de se cacher sur le champ de bataille. Le champ de bataille est de plus en plus transparent, avec les satellites d'observation à la fois militaires mais également civils, avec les drones, avec le renseignement d'origine électromagnétique, avec vos propres populations, quelquefois avec un smartphone, on l'a vu en Ukraine, hein, les populations ukrainiennes qui étaient capables d'informer les autorités ukrainiennes de la position des mouvements des forces russes, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on appelle d'une manière générale les sources ouvertes. Eh bien, tout ça permet de dissiper une partie du brouillard de la guerre. Voilà. C'est vraiment une tendance de fond. Moi, l'exemple que j'ai coutume de donner pour décrire cette tendance de fond, c'est l'opération Overlord en 1944. Aujourd'hui, on s'interroge comment il était possible de cacher à la barbe et au nez des Allemands des centaines, des milliers de bateaux au large de la Normandie sans que ça se voie. Aujourd'hui, ça serait absolument impossible. Voilà. Donc on est bien dans une tendance de fond. Et donc en Ukraine, notamment aux abords du front, il y a énormément de mini et de micro-drones qui sont opérés par les deux belligérants, des deux côtés. Et dès lors que les conditions météorologiques sont favorables, c'est-à-dire dès lors qu'il n'y a pas de brouillard, qu'il y a un plancher de nuages qui est suffisamment élevé, eh bien, il y a une véritable transparence des abords de la ligne de front. Mais je reviendrai sur les drones un peu plus tard. Alors, le champ de bataille est de plus en plus transparent, mais à l'inverse, c'est la quatrième leçon, il est toujours aussi difficile d'apprécier les intentions de ses adversaires, surtout lorsqu'ils mûrissent leurs décisions dans des cercles qui sont très fermés, des cercles dont la rationalité parfois peut aussi nous échapper. Voilà, le champ de bataille est de plus en plus transparent, mais les intentions de nos adversaires restent souvent opaques. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est cette guerre. Avant qu'elle débute, cette guerre paraissait très improbable à de nombreux observateurs très avisés, parce que de façon tout à fait rationnelle, ils considéraient que la Russie ne passerait pas à l'action parce que cette guerre était ingagnable. Effectivement, elle est ingagnable. Et qu'elle aurait pour la Russie un coût considérable, à la fois en termes humains, en termes politiques, en termes économiques. Voilà. Mais en dépit de cette analyse très rationnelle, la passion l'a emporté sur la raison, et la Russie a envahi donc l'Ukraine, tout simplement parce que aussi la Russie se trompait dans son analyse. Elle pensait que l'Ukraine tomberait comme un fruit mûr. Elle avait clairement surestimé son niveau d'influence en Ukraine. Elle avait clairement surestimé les capacités des forces armées russes.
Et à l'inverse, elle avait sous-estimé les capacités de résistance ukrainiennes et également la réaction qu'auraient les Occidentaux. Voilà. Et aujourd'hui encore, toujours sur ce point difficile d'apprécier les intentions de ses adversaires, on a toujours du mal quand même à percevoir exactement les intentions de Moscou. On n'arrive pas à savoir précisément quels sont ses objectifs de guerre. Cinquième enseignement, la guerre reste un affrontement des volontés et des forces morales. Ça, c'est un grand classique de l'art de la guerre. Donc le concept de force morale, vous savez, il agrège nombreuses valeurs qui sont absolument fondamentales. C'est le courage, l'aguerrissement, la rusticité, la détermination, la confiance que les soldats ont envers eux-mêmes, envers leur chef, envers leur mission, envers la cause qu'ils vont servir. Rien ne sert en fait d'avoir des équipements nombreux, performants, si vous n'avez pas derrière des femmes, des hommes courageux, aguerris, qui vont les mettre en œuvre. On a des exemples récents d'armées très bien équipées qui ont été balayées en quelques jours parce que leurs forces morales étaient défaillantes. Voilà, donc des deux côtés, donc Russie, Ukraine, il y a de sacrées forces morales pour durer dans une guerre aussi longue. Donc la vigueur des forces morales ukrainiennes, elle tient naturellement d'abord au fait que les soldats défendent la mère patrie. Et puis elle est beaucoup due aussi à la cohésion, à la mobilisation, à la résilience de la nation ukrainienne qui fait vraiment corps derrière ses soldats. Et dans un conflit de haute intensité comme celui-là, il est impossible de gagner si vous n'avez pas derrière vous une nation unie. En face du côté russe, les soldats russes, on va dire, sont portés par la résilience un peu historique, naturelle du peuple russe. Elles sont aussi le fait d'un régime autoritaire qui, naturellement, fait taire toute critique. Mais aussi le fait d'un fort nationalisme qui est lui aussi renforcé par le régime, par un système qui entretient un récit mémorial fantasmé et puis également qui entretient aussi un complexe obsidional d'agression permanente. On a quand même vu de grosses failles dans les forces morales russes au cours de cette guerre, notamment au début, liées au fait qu'on a quand même un pays qui est rongé par le mensonge systémique. Si vous voulez, on pourrait y revenir pendant la séance de questions-réponses. Sixième enseignement, il faut de la profondeur stratégique pour durer dans une guerre aussi longue. Là encore, qui c'est qui aurait parié sur une guerre aussi longue le 24 février 2022 Je ne connais pas beaucoup de personnes qui auraient mis 1 euro sur cette affaire. L'Ukraine, elle tire sa profondeur stratégique du soutien massif et décisif de l'Occident. Sans le soutien occidental, cette guerre, elle aurait probablement été perdue au printemps 2022. La Russie, elle dispose d'une profondeur stratégique à l'échelle d'un continent qui est très riche en matières premières et puis qui a surtout conservé des stocks considérables de matériel, d'équipement, d'armement, de munitions de la guerre froide. On entend même dire qu'une grande partie des mines qui ont été posées dans l'est de l'Ukraine sont des mines qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Voilà, donc naturellement, les inquiétudes sur le sort de cette guerre portent justement sur la comparaison des profondeurs stratégiques des deux belligérants. Là aussi, si vous voulez, on peut en reparler durant les questions. Septième et dernier enseignement, il y a vraiment des leçons à tirer de l'inventivité, de la faculté d'adaptation des belligérants. Chaque jour, ils inventent de nouvelles tactiques. Chaque jour, ils font preuve d'innovation en bricolant de nouveaux équipements. La principale innovation qu'on perçoit sur le champ de bataille aujourd'hui, ce sont les drones. Et notamment les mini-drones et les micro-drones. Ce sont des drones qui font moins de 25 kg. Donc ce sont des tout petits drones comparés aux drones drones militaires dont vous avez entendu parler jusqu'à présent, parce que les drones du type Reaper,
Predator ou TB2 Bayraktar, qui sont des drones qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Donc ces drones sont, comme je vous le disais, sont omniprésents et sous des formes donc très variées. Donc vous avez des drones naturellement d'observation. Vous avez d'autres drones qui servent de relais radio. Vous avez des drones kamikazes qui sont soit des munitions téléopérées, soit des drones qu'on appelle FPV. Donc FPV, c'est un acronyme anglais qui veut dire First Person View. Ce sont des drones qui sont, j'ai mis une photo ici, voilà, qui sont opérés par des opérateurs équipés de lunettes, de masques qui sont connectés à la caméra du drone et qui permettent vraiment un pilotage en immersion, comme si le pilote était dans le drone. Ce sont des drones qui volent très vite, très bas, qui sont donc très difficiles à détruire et à brouiller. Et puis ce sont des drones qui sont équipés de charges explosives. Et donc, les Ukrainiens nous disent qu'aujourd'hui, ils compensent le manque de munitions d'artillerie avec ce type de drone kamikaze extrêmement efficace, avec des besoins qu'ils considèrent comme énormes, puisqu'ils nous disent voilà, on a besoin d'à peu près 1 million de drones FPV par an. Voilà, énorme. Voilà, donc d'une manière générale, d'ailleurs, les besoins en drones sont énormes dans tous les usages que j'ai évoqués précédemment, et ils sont clairement considérés comme du consommable. Donc beaucoup de drones sont achetés sur étagère. Ils font ensuite l'objet de modifications techniques de la part des Ukrainiens. Ensuite, il y a également beaucoup de drones qui sont fabriqués directement en Ukraine, notamment les drones FPV. Et puis, il y a des drones qui sont fournis par des industriels occidentaux, dont un certain nombre d'industriels français qui sont bien positionnés. Voilà, donc dans cette guerre, la boucle de l'adaptation, elle est entre le glaive et puis le bouclier, elle est très rapide. C'est notamment vrai dans le domaine des drones que je citais. Il faut quelques mois pour qu'un des deux belligérants trouve la parade à une innovation développée par son adversaire. Et une vérité d'un temps n'est pas valable longtemps. L'obsolescence des équipements est très rapide. Par exemple, les drones TB2 Bayraktar, qui ont eu leur heure de gloire au début de cette guerre, ne volent plus aujourd'hui. Ils sont trop vulnérables. Voilà, donc dans ce petit combat, les Ukrainiens semblent les plus agiles, les plus inventifs, notamment du fait de la mobilisation vraiment d'une armée de geeks, si vous me permettez l'expression. Mais on voit qu'on aurait tort de penser que les Russes ne s'adaptent pas. En matière de drones, certains disent même que maintenant les Russes ont rattrapé et même dépassé les Ukrainiens. Et puis une grosse adaptation russe aussi concerne ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la guerre dans le champ électromagnétique, où là effectivement les Russes ont d'excellentes capacités. Voilà, donc voilà pour ce rétex Ukraine. J'aime bien conclure avec 2 bémols. Le premier bémol, c'est qu'il faut être humble dans notre analyse de cette guerre, parce qu'on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, on est loin de cette guerre, on peut surinterpréter un certain nombre de choses. Et puis deuxième commentaire, nos futurs engagements militaires nationaux, France, donc, auront certes des similitudes avec ce qui se passe en Ukraine, c'est évident, mais on ne sera jamais, enfin en tout cas à moyen terme, confronté au même scénario, tout simplement parce que déjà on n'a pas le même positionnement géographique que l'Ukraine. Ensuite, on est quand même logé au sein d'alliances extrêmement solides, l'Union européenne, l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de nos amis ukrainiens. Et puis, en dernier recours, la France dispose de la dissuasion nucléaire. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. Je propose de passer la parole à la salle pour les questions qui pourraient être formulées. Attendez, s'il vous plaît, juste prendre le micro. Merci. Bonjour, mon général Clément Dagnès du magazine L'Express. Comme vous parliez des drones il y a encore 1 minute, que pouvez-vous nous dire sur la création en Ukraine d'une force de drones qui semble placée dans ses objectifs, tout du moins, au même titre que les forces aériennes, la marine ou les forces terrestres? Et quelle analyse vous faites à ce stade au CICDE? Merci. Bah oui, effectivement, vous avez parfaitement décrit la chose. C'est vous montrer l'importance du sujet des drones aujourd'hui dans un combat comme celui-là.
Alors, je n'ai pas tous les détails de l'organisation, la façon dont cette armée de drones interagit avec les autres composantes, mais on voit bien qu'effectivement, le combat de drones, enfin, la guerre des drones est absolument centrale dans ce conflit. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la façon dont cette armée de drones interagit. Je pense que c'est plutôt une armée à vocation capacitaire, voilà, qui cherche à mobiliser au maximum les ressources de l'armée de geeks que j'évoquais, et concentrer les efforts d'innovation, notamment dans ce domaine-là. C'est principalement ça, pour moi, la finalité de l'affaire. Parce qu'après, tout le monde utilise les drones, en fait. Hein. On voit l'armée de terre, la marine. Et donc, le drone devient un outil comme peut l'être un missile, une bombe, une munition. Hein. Je dis, c'est considéré comme du consommable maintenant. En fait, c'est comme une munition. Voilà. Bonjour mon général, Pascal Samama, BFM Business. On reste dans les drones. La guerre des drones a démarré, elle se poursuit jusque-là. Vous dites qu'il y a certains drones qui ne seront plus utilisables alors qu'ils étaient vraiment en tête de l'utilisation. Est-ce qu'on n'entre pas désormais dans un domaine de la guerre anti-drone? Est-ce que l'Ukraine, est-ce que la France dispose, enfin est-ce que les pays occidentaux disposent d'armes contre les drones? Est-ce que la stratégie n'est pas là en ce moment? Effectivement, alors je ne dirais pas que les drones lourds que j'ai évoqués, donc type Reaper, Predator, Bayraktar, sont finis. Hein. Les conflits ont descendu à Reaper. On continuera à utiliser ces drones dans des conflits asymétriques. Les conflits asymétriques, malheureusement, on n'en a pas fini non plus, me semble-t-il. Donc, ils ont encore toute leur pertinence. Et on voit bien, enfin, bon, voilà, je ne pense pas qu'on va se débarrasser de ce genre de capacité rapidement. Ils ont encore un vrai rôle. Ensuite, vous avez raison, en fait, tout le monde, enfin, nos partenaires occidentaux ont les mêmes défis que les nôtres. Hein. Il y a la nécessité, nous aussi, de développer notre armée de drones, hein, au profit des différentes composantes, et puis le défi de s'en protéger, parce que finalement, on s'aperçoit que ce genre de capacité est relativement facile à développer avec des techniques assez rudimentaires. Les coûts de développement d'un drone FPV par les Ukrainiens, c'est moins de 1 000 €. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Donc, voilà, effectivement, il faut se préserver aussi de ce type de menaces. Donc, la lutte anti-drone est absolument essentielle. Donc, alors après, derrière, plusieurs possibilités pour lutter contre les drones. Des armes électromagnétiques, qui sont sans doute presque les plus efficaces, donc qui vont permettre de brouiller le drone. Et puis après, on peut rester aussi sur des armes classiques, hein, donc des armes on va appeler cinétiques, hein, avec des fusils et autres. Et puis on voit apparaître aussi dans un certain nombre de pays, et en France on travaille dessus aussi, c'est des armes laser qui seront aussi un bon moyen de répondre à ce type de menace. Et donc la menace notamment des essaims de drones est quelque chose qu'on commence à voir pointer. Les menaces des essaims de drones qui sont capables de saturer des systèmes de défense aérienne, avec aussi un problème de soutenabilité économique d'ailleurs, puisqu'on voit bien détruire un drone rudimentaire qui coûte 10 000, 20 000 $, avec un missile qui coûte $1 million, on peut arriver à la conclusion que finalement, ce n'est pas le missile qui abat le drone, c'est plutôt le drone qui abat le missile. Oui. Un problème de soutenabilité économique. Voilà, donc, vrai défi à venir. Pierre Julien, journaliste indépendant. Justement, un petit peu lié à cela, vous avez parlé tout à l'heure, pas de supériorité aérienne selon les différentes parties, les deux parties engagées. C'est quoi? C'est justement lié à une multiplication des missiles sol-air, parce que c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de combat aérien, par exemple. On se souvient dans d'autres conflits, il y en a eu un peu. Là, je ne sais pas, à part que vous avez peut-être, vous, des informations supplémentaires sur ce domaine. Et puis, j'ai une question un petit peu plus ambiguë. Vous avez parlé aussi d'Overlord, donc intox, propagande, enfin, on connaît Fortitude, évidemment, avec tous ces absolument remarquables résultats. Est-ce que certains disent qu'il y aurait aussi une opération Fortitude côté allié pour un petit peu forcer les Russes à intervenir? Alors moi, je suis un vieux monsieur, j'ai connu la guerre du Golfe, il y avait eu aussi ces thèses-là
au moment où l'ambassadrice US, Madame Gillespie, avait soi-disant amené Saddam Hussein en lui disant « Vous pouvez attaquer le Koweït, de toute façon, c'est 2 pays arabes, on n'interviendra pas ». Là, on pourrait dire 2 pays, Russie, Ukraine, qui sont un petit peu dans la même sphère. Alors, sur la guerre aérienne, effectivement, par exemple, la doctrine russe est assez différente de la doctrine des pays de l'OTAN. L'OTAN, les Occidentaux ont coutume de débuter une opération aérienne par ce qu'on appelle une phase de shaping, donc avec une campagne aérienne qui va durer plusieurs semaines et qui va s'attaquer au centre nerveux, tout le dispositif de commandement de l'adversaire. Les Russes n'ont pas cette conception-là. Alors, ils n'ont pas cette conception-là, et puis ce que j'évoquais aussi dans ma présentation, pensaient sincèrement que l'Ukraine tomberait comme un frémur, qu'il suffisait de pousser quelques pions et que tout allait s'effondrer. Donc c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas planifié non plus de campagne aérienne. Mais d'une manière générale, ils ont une perception de l'arme aérienne qui est quand même très différente de celle des Occidentaux, qui considèrent souvent l'arme aérienne comme une espèce d'artillerie volante, donc qui n'est pas forcément le même concept que ceux que peuvent avoir les Occidentaux. Ensuite, alors, pas de supériorité aérienne du côté ukrainien, parce que malheureusement, ils n'ont pas les avions qui permettent de le faire. Hein, donc on peut espérer que les F-16 seront un game changer dans ce domaine-là. Et du côté russe, en fait, ils ont les avions... plus ou moins, les équipages plus ou moins bien formés, puisqu'on a eu quelques exemples d'erreurs tactiques assez flagrantes. Mais du côté ukrainien, en fait, il y a des défenses solaires qui étaient extrêmement efficaces. Et on l'a vu dernièrement. Vous avez peut-être en tête, il y a quelques semaines, il y a un avion A-50 Mainstay qui a été détruit par la défense solaire ukrainienne avec une manœuvre très habile des Ukrainiens. Donc un A-50 Mainstay, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un AWACS occidental. Donc les AWACS, vous savez, c'est ce qu'on appelle un high value target, donc cible à haute valeur ajoutée. C'est le genre de cible qu'il ne faut pas vous faire détruire dans une guerre. Donc c'est un avion radar, avec ce radar sous forme de coupole qui tourne en permanence au-dessus du fuselage. Et donc c'est des avions qui sont spécialisés dans la surveillance aérienne. Donc très important, une capacité très importante. Donc cet avion-là s'est fait abattre avec, d'ailleurs, il y a un autre avion qui était pas très loin, qui fait un rôle de poste de commandement aérien qui a aussi été touché. Donc ça vous montre l'efficacité de la défense solaire ukrainienne. Et alors, les TB2 Bayraktar qui ne volent plus, c'est aussi parce que les Russes aussi ont déployé des capacités de défense solaire qui n'étaient pas présentes au début de la guerre. Et donc voilà, on voit bien cette guerre pour obtenir la supériorité aérienne, c'est pas facile. Ensuite, sur les manœuvres alors, on utilise un anglicisme qui s'appelle déception en français, une manœuvre de leurrage. Il y en a eu 2 qui ont été assez intéressantes à observer durant cette guerre. La première, c'est au tout début de la guerre. Les Russes, en fait, ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils attaqueraient uniquement par l'Est. Et vous vous souvenez, il y avait des forces russes qui étaient positionnées en Biélorussie, qui étaient engagées dans un exercice majeur avec la Biélorussie. Et l'Ukraine pensait que ces gens-là ne passeraient pas à l'attaque. Or, ils sont passés à l'attaque. Donc la manœuvre de déception russe a été plutôt habile. Mais elle s'est un peu retournée contre eux. Parce que le problème des soldats russes qui étaient engagés dans cet exercice, c'est qu'ils n'étaient pas du tout préparés psychologiquement à une guerre de haute intensité. Donc du jour au lendemain, on leur a demandé de plier bagages, d'arrêter leur exercice et de passer la frontière ukrainienne. On leur a dit d'ailleurs, vous allez être accueillis en libérateur par un peuple qui est opprimé par des nazis, avec du pain et du sel selon les traditions d'accueil de ces régions-là. Et donc on leur a dit, mais avancez, il y a des gens qui vous tirent derrière dessus, c'est pas grave, avancez. Et donc, vous voyez, ce sont les fameuses colonnes là, de véhicules blindés à touche-touche sur 60 km de long, un contresens tactique évident. Donc voilà, une manœuvre de déception qui aurait pu fonctionner, mais qui a quand même été mise en œuvre de façon assez malhabile. Ensuite, les Ukrainiens aussi ont été assez fins, notamment dans toute la manœuvre de reconquête
en 2022, avec plusieurs manœuvres de déception où ils ont fait croire aux Russes qu'ils attaqueraient au sud. En réalité, ils attaquaient au nord. Voilà. Donc il y a eu... on voit que le champ de bataille, même s'il est de plus en plus transparent, il n'est pas complètement transparent. La transparence n'est pas encore absolue. Voilà. Une autre question salle encore? Oui. Oui, Enguerrand Armanet, RE Cosmos. J'ai 2 questions sur les rétex des armements français qui ont été envoyés en Ukraine, notamment sur les drones. Il y a Delair qui a envoyé à peu près 150 UX-11 qui sont des micro-drones. Je voulais savoir si vous aviez déjà des rétex de cet équipement sur le théâtre, notamment des forces armées ukrainiennes. Et également, en novembre, on a le député Lionel Royer-Perrot qui a affirmé que des missiles Acheron avaient été envoyés en Ukraine. C'est donc un missile anti-char, quelque chose qui avait été déjà réfuté quelques mois avant. Donc, est-ce que vous confirmez cette information? Et si oui, est-ce qu'on a des rétex de l'utilisation de l'Acheron en Ukraine, sachant qu'il a été commandé en novembre à 1300 exemplaires par la DGA? Voilà, merci. Aucune information moi, que j'ai sur le missile que vous évoquez. En revanche, effectivement, on a de bons retours du rétex des drones d'industriels français. Donc, vous avez cité Delair, il y a aussi Parrot. Ils sont appréciés, ces drones, effectivement. Ils sont notamment assez résilients face à la menace de guerre électromagnétique que vous évoquez. Donc, plutôt performants. Bonjour, général. Mathieu Heyman, Le Point. J'ai cru comprendre mardi soir au Grand Continent que Sébastien Lecornu avançait la livraison de drones kamikazes français à l'Ukraine entre Pâques et l'été. Est-ce que vous confirmez ce calendrier? Si oui, est-ce que vous êtes en mesure de détailler combien de drones pourraient être livrés et le type de drone en question, s'il vous plaît? Alors moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler de la politique de cession d'armement à l'Ukraine. Donc j'ai entendu parler aussi de cette affaire-là. J'ai entendu comme vous Sébastien Lecornu en parler, mais je n'ai pas du tout les détails, du volume, etc. Donc oui, effectivement, c'est sur des... Ça fera l'objet de communication en temps et en heure. Donc dans les médias, donnez-en, s'il vous plaît, simplement aux propos du ministre tel qu'il les a formulés. Oui, bonjour, Frédéric Castel, Radio-Canada. Mon général, si vous intervenez dans 6 mois et qu'on a des F-16 qui entrent en jeu, est-ce que les 7 renseignements majeurs vont beaucoup changer? Et vous évoquiez une bonne défense anti-aérienne des Russes. Vous parlez à peu près de quelle région quand vous évoquez ça? Merci. La défense aérienne russe, elle est présente sur toute la ligne de front. Donc ce qui empêche les Ukrainiens de s'approcher. Voilà. Donc, d'une manière générale, la ligne de front, des deux côtés, elle est bien occupée par des systèmes de défense solaire. Je ne sais pas si le F-16, si effectivement le F-16, si c'est un game changer, ce qu'on espère, viendra changer nos leçons, parce que ce que je vous ai dit, c'est que le domaine aérien restait un domaine qui était d'une importance primordiale. Donc, qu'une des raisons de l'enlisement et de l'enlisement de cette guerre, c'était venu du fait qu'aucun des deux belligérants n'avait la supériorité aérienne. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est que si l'un des deux parvenait à l'avoir, la guerre changerait de nature. Donc voilà, donc je pense que si les F-16 sont effectivement un game changer, ça ne changera pas les conclusions de notre rétex. Juste un follow-up. Est-ce que vous pensez que effectivement ce nombre hallucinant de drones qui sont sur le champ de bataille peuvent avoir interféré beaucoup avec l'aviation, vous qui êtes dans l'aérien? Ils ne volent pas du tout à la même altitude. Les drones volent à des hauteurs très très basses, notamment les drones FPV. Ce sont des drones qui volent très très bas justement pour éviter le brouillage, pour éviter les systèmes de lutte anti-drone. Destruction au sol, évidemment, pas du combat drone-avion, mais juste de la destruction, c'est-à-dire de répartir différemment les centres aériens. Après, je pense qu'il y aura une complémentarité, comme on l'a vu sur l'utilisation des drones armés type drone MAL, Reaper, etc. Moi, j'ai participé à l'opération Chamal. J'ai bien vu la complémentarité qui pouvait exister entre les avions de chasse et les drones armés. Le drone armé vous permet une permanence sur zone. Le drone armé
permet d'appuyer donc H24 des forces au sol. L'avion de chasse, lui, enfin, le drone n'est pas capable de se déplacer rapidement. Le drone armé n'est pas non plus capable de voler dans les nuages. Il n'est pas dégivré. Il ne voit pas au sol quand il y a une couverture nuageuse, ce que peut voir faire l'avion. L'avion peut réussir à voir au sol, peut frapper à travers les nuages. Voilà, donc il y a une complémentarité qui est déjà présente entre les drones mal armés et puis les avions de combat, et qui existera également, à mon avis, avec les drones type FPV et autres. Bien, je crois qu'on a, avant de poursuivre en salle, on a des questions en audio. Il me semble qu'il y a une question de l'AFP. Est-ce qu'on a les liaisons? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour, merci de prendre ma question. Donc j'ai deux questions. Donc je suis Benoît Toussaint de l'AFP, pardon. Ce matin, le ministre Sébastien Lecornu a affirmé sur RTL qu'un système de contrôle aérien russe a menacé il y a un mois d'abattre des avions français en mer Noire. Donc serait-il possible d'avoir plus de détails sur cet incident et de savoir un petit peu jusqu'où c'est allé? Est-ce qu'une solution de tir a été activée ou est-ce que ça en est resté à un stade de menace, disons, ne serait-ce que verbal? Et l'autre question que j'avais, c'est dans le cadre de la lutte contre la désinformation russe, les pays occidentaux ont-ils recours ou envisagent-ils de recourir eux aussi à la désinformation pour contrer les menaces informationnelles russes? Merci. Alors, ces deux questions, peut-être que je vais transférer peut-être au collègue Gaudière, parce que la première, je n'ai pas forcément l'information, je ne suis pas au courant de cette menace. Et sur les luttes contre la désinformation, enfin, lutte contre la désinformation et les manœuvres de désinformation, je pense que la France fera peut-être des mesures développera peut-être des mesures de déception, comme j'évoquais, mais des informations au sens manipulation de l'information contraire à nos valeurs. Je pense qu'on ne va jamais aller dans ce registre-là, hein, me semble-t-il. Moi, j'en suis persuadé. On va rester quand même fidèle à nos valeurs, même si, effectivement, de temps en temps, on pourrait essayer d'intoxiquer nos adversaires avec des manœuvres de leurrage, de déception, comme celles que j'évoquais précédemment. Mais on restera toujours fidèle à nos valeurs. Voilà. Oui, un retour. Simplement une petite précision. Est-ce que, d'après les informations que vous avez, les Russes ont déployé des missiles sol-air de très haute performance, style S-400, ou est-ce qu'il y a encore du ZSU et puis du S-300 certainement aussi? Et puis dernière question, vous le confirmez, enfin vous nous l'avez dit tout à l'heure, il est très difficile actuellement de dresser un bilan exact des pertes d'un côté comme de l'autre. Je pense que les Russes déploient une large panoplie de systèmes de défense solaire. Donc, tout ce qu'ils ont à disposition, d'une manière générale, ils ont des panoplies très larges d'équipements, très complémentaires. Et donc, pour moi, ils continuent à utiliser aussi des systèmes plus rustiques, du type ZSU 23-4 et autres. Sur les pertes, alors les pertes, effectivement, enfin, moi je suis comme vous, hein, je lis ce que rapportent les médias. On est sur des ratios de pertes qui sont considérables, probablement de l'ordre de 100 000 morts des deux côtés, peut-être un peu plus du côté russe, un peu moins du côté ukrainien. Et puis un nombre de blessés qui est considérable. En général, nous, on fait le ratio sur nos modèles, on considère qu'il y a 3-4 blessés par mort. Là, on pense que le nombre de morts, le ratio est plus faible pour les blessés, probablement 2 blessés pour 1 mort. Parce que difficile d'évacuer des soldats du front. Et puis, voilà, parce que la Golden Hour n'est pas forcément tout à fait respectée. Donc, il y a sans doute beaucoup plus de morts que ce qu'on aurait. Mais les ratios sont considérables. Probable que les Russes aient perdu aussi beaucoup de personnel dans les dernières attaques pour récupérer Advika. Et donc, voilà, mais on est dans le flou aussi. Hein. Bien. De la guerre sur les morts.
Merci beaucoup Vincent pour compléter la réponse que tu as apportée sur la désinformation. Simplement, je confirme que la première étape pour se battre contre la désinformation, c'est bien de livrer une bonne information, une information vraie. C'est notre rôle. Et dans le combat sur la grande durée, la vérité prime toujours. En tout cas, ça, ce sont nos valeurs. Nous allons passer au point sur les opérations avec le colonel Godillard, donc le porte-parole de l'état-major des armées. Merci. Merci, mon général. Je vais essayer de maintenir l'intérêt après cet exposé passionnant. Alors, je vais commencer par, une fois n'est pas coutume, par répondre à la question de l'AFP. Donc, le ministre a évoqué ce matin une interaction qui s'est passée mi-novembre 2023, où c'était un AWACS français en mission d'appréciation de situation dans la région de la mer Noire, au-dessus des eaux internationales, et qui a été, à travers d'un échange radio, qui a été menacé effectivement par les Russes. Et donc c'est à ça que cette allusion faisait référence. Les interactions avec les forces russes, il y en a régulièrement. Je vais en commenter une au cours de ce point presse et on pourra vous donner d'autres exemples. Voilà. C'est parti sur le flanc est, ça y est. En mer Baltique, tout d'abord, le 12 février, on commence avec la frégate multimission Aquitaine, qui a appareillé d'Écosse pour poursuivre son déploiement en mer Baltique. Et tout au long de cette patrouille, l'Aquitaine sera intégrée à une force navale multinationale de l'OTAN, la SNMG-1, Standing NATO Maritime Group 1. À l'issue de cette première semaine de patrouille, l'Aquitaine a également réalisé une escale à Copenhague pour une séquence dédiée avec des échanges, aux échanges avec les alliés danois. En Lituanie et dans les airs, les 15 et 16 février, les Mirage 2000-5 de l'armée de l'air et de l'espace qui sont déployés au sein de la mission de police du ciel EAP, Enhanced Air Policing, ont réalisé plusieurs séquences d'entraînement avec leurs alliés. Un exercice à double action avec un système de défense solaire espagnol. On teste les réactions des pilotes et aussi des opérateurs solaires. Des manœuvres et des évolutions en patrouille serrée avec 4 Gripen suédois et un ravitaillement par un Airbus MRTT néerlandais. Un entraînement au combat Beyond Visual Range, BVR, avec 3 F-16 belges. Et 2 missions d'entraînement au combat aérien avec des F-35 et des Eurofighters italiens. Donc vous voyez que sur une semaine, même en l'occurrence concentré sur 2 jours, ces déploiements permettent de s'entraîner ensemble à des manœuvres aériennes et des complexes avec nombre de nos alliés avec lesquels nous partageons notamment des procédures OTAN, ce qu'on appelle l'interopérabilité. En Lituanie, toujours le 21 février, 2 Mirage 2000-5, j'y faisais référence en introduction, ont été engagés en police du ciel réel. Donc ils ont décollé sur alerte réelle, ce qu'on appelle un Alpha Scramble, de la base de Šiauliai, où ils sont déployés. Cette alerte a été déclenchée quelques minutes plus tôt, suite au décollage d'un ravitailleur russe ne présentant pas de plan de vol, au décalage de Kaliningrad. Et cette Ilyushin 78 a été interceptée au large des côtes estoniennes. La mission des aéronefs français engagés dans le dispositif EAP en Lituanie est de prendre liaison à des fins de vérification avec tout aéronef inconnu ou potentiellement suspect transitant dans la zone. Ce vol permet de démontrer la réactivité du dispositif OTAN. Nous y sommes déployés avec les Belges, je vous rappelle, à Šiauliai, et la capacité à répondre aux engagements opérationnels de l'OTAN. La mission de police du ciel donc pour la rassurance et la protection des cieux baltes, c'est une mission dans laquelle les alliés de l'OTAN sont pleinement engagés pour la défense des États membres. Alors, toujours dans les airs, mais une mission
air shielding, ce sont des décollages depuis la France. Le 16 février, dans le cadre de ces missions de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe, un Airbus A330 MRTT Phoenix, donc français cette fois-ci, au départ de Istres, a participé à une mission de ravitaillement en vol au-dessus de la Pologne. Et ce sont 6 F-16 polonais et 2 Mirage 2000-5, toujours de l'armée de l'air et de l'espace, ceux de Lituanie, qui participent à cette mission de police du ciel. Et ça a été, là aussi, une démonstration d'interopérabilité avec un aéronef français, des F-16 polonais ou des avions français. Ces opérations, toutes ces opérations et ces missions sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec les alliés présents dans le ciel européen, illustrant ainsi le haut niveau d'interopérabilité des armées françaises avec ses différents partenaires. Je vais passer... Alors, est-ce qu'on a Steadfast Defender là ou pas? À gauche. Alors, je vais commencer par Steadfast Defender avant de passer aux formations des forces armées ukrainiennes. En Atlantique Nord, la première phase de l'exercice OTAN Steadfast Defender, sous contrôle opérationnel du commandement des opérations maritimes de l'OTAN, qu'on appelle Allied Maritime Command, ou MARCOM, s'est déroulée au sud de l'Angleterre avec la participation de plusieurs unités françaises. L'AFREM Normandie a procédé à de nombreux exercices avec des unités alliées, notamment espagnoles, italiennes, canadiennes et américaines. Et cette première semaine a été aussi marquée par le transfert de la Normandie vers le bâtiment américain USS Gunston Hall d'un bataillon de fusiliers marins afin qu'il contribue aux opérations amphibies prévues dans le cadre de cet exercice. Le 14 février, 2 rafales marines de la base aéronautique navale de Landivisiau ont rejoint des unités espagnoles et canadiennes en mer du Nord à l'occasion d'un exercice de défense aérienne. Et en fin de semaine, un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque, a appareillé de Brest pour rejoindre à son tour l'exercice. Cette première semaine de Steadfast Defender a permis au groupe de l'OTAN de monter en puissance tout en démontrant la capacité de l'Alliance à déployer des capacités et des moyens en Atlantique Nord. Et vous allez voir que ces exercices qui ont commencé, qui ont été annoncés par SACEUR il y a un mois, vont s'échelonner jusqu'à juin, mais Steadfast Defender étant un méta-exercice qui regroupe différents exercices intégrant tous les bataillons, bâtiments, déploiements de l'OTAN qui sont déployés actuellement. Je termine avec l'activité Aigle, la mission Aigle donc en Roumanie du 12 au 18 février. Le détachement mixte d'artillerie français et une équipe belge équipée du drone Raven se sont rendus sur le camp de Kapoumidia pour un exercice de tir d'artillerie longue portée nommé Eagle Royal. Cet exercice a regroupé les moyens artillerie du Paton multinational dont la France est nation 4, je vous rappelle, avec des lance-roquettes unitaires, des canons César, des canons de 20 mm qui ont réalisé des tirs combinés. Cet exercice a regroupé plus de 130 militaires français, belges et roumains. Et je vais passer au film sur les formations, merci, des forces armées ukrainiennes, avant de vous les commenter. Alors tout ça pour rappeler que 2 ans après le début de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, la France et les Européens et d'autres alliés sont engagés dès le début dans un soutien aux forces armées ukrainiennes, d'abord dans l'urgence, puis qui s'est organisé et maintenant qui s'inscrit dans la durée, rappelé par le président de la République vendredi dernier. Et à l'heure où je vous parle, nous avons formé, la France a formé près de 10 000 militaires ukrainiens au travers de formations de très haut niveau, soit des formations liées
à des matériels particuliers, et on en avait parlé souvent ici, soit, depuis maintenant près d'un an, des formations généralistes de groupes constitués du niveau section, donc une trentaine de soldats, jusqu'à bataillon, plusieurs centaines. Et ce sont des formations qui se déroulent soit en France, soit en Pologne, dans un cadre maintenant unifié de l'Union européenne, et que vous connaissez aussi, qui s'appelle EUMAM. En parallèle, la France continue d'assurer un soutien complet et de haute valeur ajoutée au FAU. Il y a 3 semaines, vous avez eu le général qui représente la France au sein de la coalition artillerie. Donc c'est une coalition avec une coopération en fait avec les États-Unis pour la création d'une artillerie ukrainienne moderne et interopérable. Et cette co-direction donc avec les États-Unis s'ajoute aux multiples livraisons d'armes que la France s'est engagée à poursuivre, avec notamment la production de 78 canons César à destination de l'Ukraine. La France est également partie prenante de la coalition capacitaire sur la défense solaire, avec ce même objectif de structuration pour répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes à court, moyen et long terme, dans la logique de l'accord bilatéral de sécurité signé pour 10 ans entre la France et l'Ukraine vendredi dernier. Voilà. On revient sur les cartes avec le départ, le 19 février, vous en parliez, mon général, du groupe Jeanne d'Arc de Toulon pour réaliser cette année le Tour des Amériques, comme nous l'avait rappelé le pacha du groupe Jeanne d'Arc il y a 2 semaines. Cette mission longue de plus de 5 mois a pour objectif majeur la formation, les opérations et la coopération. Le groupe Jeanne d'Arc, je vous rappelle, est composé des équipages du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et de la frégate de type Lafayette Guéprat, d'un sous-groupement tactique embarqué de la 9e brigade d'infanterie de marine, d'un sous-groupement aéromobile du 1er régiment hélicoptère de combat et bien sûr de 160 officiers élèves de l'école d'application des officiers de marine et de leurs cadres. Les 800 personnes qui composent ce groupe ont à présent mis cap vers le détroit de Gibraltar et l'Atlantique. Dans le cadre de l'opération EUNAVFOR Med Irini, opération de l'Union européenne visant à faire respecter l'embargo sur les armes à destination de la Libye, imposé par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la frégate de type Lafayette Courbet a appareillé Toulon le 7 février. Elle est arrivée en escale le 20 février à La Valette, à Malte, accueillant notamment au cours de cette escale l'ambassade de France. Et tout ceci montre que la France est particulièrement sensible au risque de trafic, que ce soit du trafic pétrolier ou d'armement, des risques qui font peser une menace sur la stabilité régionale, et donc dont Irini s'occupe depuis plusieurs années désormais. Au Proche et Moyen-Orient, dans la nuit du 19 au 20 février, les frégates multimissions françaises ont détecté des attaques multiples de drones en provenance du Yémen dans leur zone de patrouille respective, qui était le golfe d'Aden et le sud de la mer Rouge. Et 2 drones ont été engagés et détruits. Je vous livre que cette nuit, une fois de plus, une frégate multimission dans la région a détecté le même type de menace en provenance du Yémen et qu'elle a engagé et détruit 2 drones également. Ces actions contribuent bien sûr à la sûreté maritime et vous avez pu suivre le lancement de l'opération Aspides par l'Union européenne ce lundi, qui va agréger des moyens navals européens. La France, bien sûr, y contribue avec les moyens maritimes dont je viens de parler. Cette opération est placée sous le commandement grec. Et nous intégrons donc cette opération qui est une prise de conscience par les nations européennes de l'importance de la sûreté maritime pour le trafic maritime mondial. Voilà, ça va se concrétiser dans les semaines à venir par des missions, bien sûr, d'appréciation de situation, d'accompagnement, et là, vous le voyez, et de protection des navires de commerce civil qui transitent dans cette zone hautement stratégique.
Pour les forces françaises aux Émirats arabes unis, alors que les eaux du Golfe arabo-persique sont, avec celles de la mer Noire, parmi les plus régulièrement confrontées à la menace des mines, un détachement de plongeurs démineurs est actuellement déployé au Sultanat d'Oman afin de réaliser plusieurs activités de coopération et d'entraînement. Un déploiement qui illustre l'action continue de la France pour la liberté, d'une autre manière, la liberté de navigation et la stabilité régionale dans le respect du droit international et du droit de la mer. Du 30 janvier au 15 février, 3 rafales de la base aérienne 104, donc de l'armée de l'air et de l'espace, ont participé à l'exercice Spears of Victory en Arabie Saoudite. C'est un exercice multinational qui vise à entraîner les armées de l'air de 9 pays et ainsi accroître leur interopérabilité en réalisant un entraînement de haut niveau dans un environnement complexe. Au cours de cet exercice, les 3 rafales ont effectué 27 vols pour un total de 45 heures de vol. En Méditerranée orientale, les armées françaises maintiennent un dispositif maritime cohérent et dans ce cadre, la frégate multimission Provence poursuit sa patrouille, contribuant à l'appréciation autonome de situation, et elle a également réalisé des exercices aéromaritimes avec les forces armées chypriotes. La présence de la frégate est renforcée par le déploiement depuis le début du mois de janvier d'un Atlantique 2 à la Sud, en Crète, et plusieurs vols ont été effectués sous contrôle opérationnel national ou sous contrôle de Marcom, donc le commandement de l'OTAN, ou d'Aircom, le pendant de Marcom pour les campagnes aériennes de l'OTAN. Nous allons en Afrique, dans le golfe de Guinée, où le patrouilleur de haute mer, commandant Bouhan, a fait escale à Monrovia, au Libéria, du 11 au 14 février. Plusieurs actions de coopération avec les forces locales ont été menées. Ainsi, le commandant Bouhan a servi d'objectif fictif pour les gardes-côtes libériens qui sont montés à bord pour un exercice de visite sur le thème de la lutte contre les narcotrafics. Cette séquence se solde par un fructueux partage d'expériences entre partenaires. Et en lien avec les centres de commandement des opérations maritimes d'Abidjan, Accra et Lomé, la patrouille orientée vers la lutte contre la pêche illégale a signalé aux partenaires plusieurs bateaux de pêche présentant des irrégularités. Et vous connaissez cette opération que nous menons donc régulièrement, qui s'appelle l'opération Corympe, et qui vise à la stabilité et la lutte contre les trafics dans cette zone de l'Afrique. Dans la zone Indo-Pacifique, pour les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, le 13 février, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le BAS-AOM Champlain, a procédé au contrôle d'un boutron haute mer dans le nord du canal du Mozambique. Cette opération, menée dans le cadre de la mission de lutte contre le narcotrafic dans la zone sud de l'océan Indien, a permis la saisie de plus de 1,6 tonnes de méthamphétamine détruite en mer. Pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie, depuis le 5 février, un A400M Atlas en provenance d'Orléans et un équipage CASA CN-235 des forces armées en Polynésie française, renforcés par du personnel des forces armées en Nouvelle-Calédonie, sont intégrés à l'exercice Cope North 24 sur la base aérienne Andersen de l'United States Air Force à Guam, entre le Japon et la Papouasie. Engagé au profit de la coalition internationale aux côtés d'appareils américains, australiens, japonais ou encore coréens, le détachement français rassemble à cette occasion près de 70 aviateurs. Nation riveraine et souveraine du Pacifique, la présence permanente de la France dans cette zone contribue au maintien de l'activité opérationnelle dans le Pacifique. Elle y mène aussi des opérations de type HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, de protection des populations françaises ou des partenaires riverains de la région. Je vais terminer par les forces armées en Guyane. Du 30 janvier au 8 février 2024, le 3e régiment étranger d'infanterie que vous avez pu voir notamment dans le film Les Derniers Hommes, des forces armées en Guyane a mené l'opération Crabe. À plusieurs heures, dans le sud-ouest de Kourou, cette manœuvre a vu pour la première fois le déploiement des véhicules chenillés HT-270 dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. L'objectif était de planifier et de conduire une opération
en y associant ces nouveaux véhicules chenillés, utilisés notamment lors de l'opération Titan de protection du centre spatial guyanais. L'usage de ces véhicules a permis aux militaires d'obtenir un bilan conséquent lors de cette opération. Plusieurs matériels destinés à l'extraction d'or, campements, antennes de télécommunications, armements, groupes électrogènes et quads ont été découverts, saisis et puis détruits. Et puis je termine par une délégation des forces armées en Guyane qui s'est rendue au Suriname et au Guyana pour développer le 11 et le 13 février la coopération en matière de lutte contre la pêche illégale. J'ai terminé ce tour du monde des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Pierre. Des questions en salle? Oui. Bonjour, colonel. Pourriez-vous nous en dire davantage sur le dispositif militaire français en mer Rouge? Il y avait la frégate Languedoc, aujourd'hui il y a la frégate Alsace. Est-ce qu'il y a d'autres détails? Merci. Alors, le dispositif militaire français en mer Rouge, je vous l'ai décrit à partir des premières fêtes. Déjà, je vous le décris chaque semaine ici depuis 1 an et demi, avec une attention particulière finalement depuis fin novembre, début décembre, où une des 2 frégates que vous mentionnez a été visée directement par des drones et a fait usage de ses armes en légitime défense. Et 2 jours après, a porté assistance et a détruit un drone qui était dirigé vers un pétrolier norvégien. Voilà. Donc, autour de cette présence, qui est maintenant continue, il faut bien voir que l'engagement de la France et de l'Europe au titre de la sûreté maritime, c'est vraiment le fil rouge de la présence française et finalement de l'opération Aspides qui est en train de se déclencher, concentre l'attention. Il y a aussi d'autres opérations qui concernent la sûreté maritime, dont je vous ai déjà parlé ici. L'opération Agénor, qui couvre le volet militaire de l'initiative européenne dans le détroit d'Ormuz, participe aussi de cette sûreté maritime. Et donc, vous avez raison de souligner qu'on a un dispositif maintenant qui est cohérent, qui peut être renforcé parce qu'en ce moment, il y a 2 frégates, en gros, qui se croisent. Mais surtout, le plus important de tout ça, c'est qu'elles s'intègrent à différents dispositifs, initiatives. Et la dernière, c'est l'opération Aspides, sous commandement grec, lancée lundi dernier, lundi cette semaine, par l'Union européenne. Donc une cohérence autour de la mission de nos actions de Suez à Ormuz, une cohérence bien sûr politique puisque c'est quelque chose qui concerne le commerce maritime mondial et le droit international, et puis une cohérence de nos moyens que nous déployons de manière régulière et qui sont engagés. Question là-bas, derrière, Manzana. Bonjour, Nicolas Garriga de AP Télévision. Mon collègue n'a pas pu la poser par téléphone, donc je vais vous la poser. C'est pour reprendre un peu la menace des Russes sur l'avion français. On voulait savoir si c'était une première, ce qu'a déclaré le ministre, en fait, sur la menace d'un avion français au mois de novembre. Est-ce que les Russes, c'était la première fois qu'il y avait eu des menaces sur des avions français? Ou alors est-ce que ça a eu lieu par le passé et s'il y a eu d'autres menaces? Alors, c'était aux alentours de la mer Noire et vis-à-vis de cet avion français. Oui, c'était un échange radio particulièrement agressif. Oui, c'est une première. Ce qu'il y a en revanche, c'est que dans d'autres pays ou zones du monde, il y a des interactions avec des avions russes. Nous avions déjà communiqué autour du théâtre syro-irakien sur ce genre d'interaction, et pas forcément radio, hein, mais voilà. Et je vous ai rappelé nos interactions assez régulières. Alors, nous déployons depuis plus de 15 ans pour faire la police du ciel dans les États baltes sous le commandement de l'OTAN. Il y a eu régulièrement des interceptions et des rapprochements d'avions français avec des avions russes.
bien sûr. Comment ça s'est terminé en fait? Est-ce que c'est les avions français qui sont repartis? Parce que vous me dites que ça a été. Alors il y a eu très chaud. il y a eu un échange radio. L'avion est revenu en France. Ça ne nous a pas empêché de reprogrammer ce genre de mission. Et c'était dans les eaux internationales, au-dessus, enfin dans l'espace aérien international, donc en parfaite coordination et cohérence avec le respect du droit international. Et dans la continuité, vous savez d'où vient cette menace? C'est quoi? C'était une base radar russe, un avion russe ou le commandement russe? J'ai pas de commentaires et pas d'informations sur ce sujet. Très bien. En ce cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même, pour un point presse dont le focus sera de nouveau lié à la guerre en Ukraine, mais sous un autre angle, celui de l'économie de guerre. Nous aurons un intervenant de la DGA pour évoquer ce sujet. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.